Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, nous allons parler du comique français au 19e siècle, qui n'est pas le siècle le plus connu pour son humour, précisément, mais le 19e siècle en France est souvent perçu comme une période sombre, marquée par de profonds bouleversements politiques, sociaux et économiques, tels que les révolutions, les guerres et les crises économiques. Cependant, il serait erroné de considérer ce siècle comme dépourvu d'humour. En effet, malgré les tourments de l'époque, le comique français a su quand même se développer et s'épanouir, offrant au public bourgeois essentiellement des formes variées de divertissement et de satire sociale. De la farce aux comédies de boulevard, en passant par les caricatures, le 19e siècle a vu émerger un véritable foisonnement de créations humoristiques qui ont su captiver et divertir les spectateurs. Ainsi, loin d'être un siècle sans humour, le 19e siècle français a été le théâtre d'une riche et dynamique évolution du comique, reflétant les préoccupations et les aspirations de son époque. Alors, parlons de la caricature. La caricature était un moyen d'expression populaire et satirique très utilisé en France pendant la Révolution et qui a continué pendant l'Empire de Napoléon. Alors, les caricaturistes de l'époque se servaient de dessins humoristiques et exagérés pour critiquer en général les grandes personnalités politiques, les événements historiques en eux-mêmes et comment tout ceci affectait la société en général. Pendant la Révolution française, de nombreux caricaturistes comme James Gillray ou Honoré Daumier et Charles Philippon utilisaient leur talent pour critiquer essentiellement cette noblesse, cette nouvelle bourgeoisie qui prenait sa place, la monarchie déchue, le clergé, tout en soutenant les idées révolutionnaires et les idéaux démocratiques. Alors, sous l'empire de Napoléon Bonaparte, la caricature continuera d'être très utilisée pour critiquer justement ce régime impérial et ses excès, notamment ses guerres. Des caricaturistes comme par exemple George Cruikshank ou Thomas Rowlandson se moquaient précisément depuis l'Angleterre de Napoléon et de son entourage, tout en mettant en lumière les injustices sociales et politiques de l'époque en France. Et bien entendu, les humoristes français ont pu capter ces œuvres. Les caricatures étaient donc un moyen assez efficace de diffuser des idées politiques et sociales, car elles étaient accessibles à un large public, facilement diffusées, et pouvaient être produites très rapidement. Donc malgré la censure et la réception de cette œuvre par la classe politique souvent très négative, les caricatures ont permis aux citoyens de critiquer leurs dirigeants et de défendre bien souvent leurs droits et leurs libertés. Alors, suite à l'Empire, va arriver la restauration des Bourbons, le retour de cette monarchie qu'on avait pourtant abattue avec la Révolution. Alors, pendant la restauration des Bourbons en France, c'est une période qui dure entre 1814 et 1830, l'humour et la comédie ont joué un rôle important dans la société française. Justement, cette période a été marquée par une certaine nostalgie du nouveau régime et une volonté de restaurer un certain ordre social et politique. Cependant, malgré la censure qui revient très forte et les restrictions imposées par ce gouvernement euh, monarchique et de retour de l'aristocratie, de nombreux artistes et écrivains ont continué quand même à pouvoir produire des œuvres comiques et satiriques qui critiquaient ouvertement le régime en place. Ce n'est pas un régime extrêmement fort. Alors des pièces de théâtre, des chansons, beaucoup de caricatures, des pamphlets humoristiques ont circulé à foison et toujours clandestinement, faisant rire sous la table et réfléchir le public dans la sphère privée sur justement les injustices et les abus de ce pouvoir monarchique de retour. Certains artistes de l'époque sont d'ailleurs devenus très célèbres pour leur satire politique et sociale, mettant en lumière les travers de cette société monarchique à travers leurs dessins et leurs textes comiques. Alors malgré les pressions du gouvernement, l'humour et la comédie ont donc continué à prospérer pendant cette restauration des Bourbons en France, reflétant l'aspiration à plus de liberté, à plus de démocratie et contribuant ainsi à la résistance culturelle et politique de l'époque. Alors, ce 19e siècle littéraire français, il est essentiellement connu pour trois courants littéraires principaux qui l'ont profondément marqué. On aura d'abord le romantisme, suivi du réalisme et le naturalisme. Alors, tout d'abord, le romantisme, qui cherche, lui, à exhaler l'âme, le sublime, l'individu et sa relation au monde, à la vie.
C'est un mouvement qui ne fait pas vraiment beaucoup de place à l'humour ou à la comédie, ou alors très 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 peu. Peut-être seulement quand un de ses chefs de courant, Alfred de Musset, se décide lui de tenter sa chance à la comédie pour gagner peut-être un peu plus d'argent. Mais c'est vraiment une exception. Le romantisme en général ne cherche pas à promouvoir le rire. C'est pas une émotion qui l'intéresse. Il s'intéresse plutôt aux émotions fortes que l'on pourrait vivre face aux situations tragiques de l'existence ou à des situations existentielles ou des grands dilemmes. Le réalisme qui lui succède n'a guère plus d'intérêt pour la bonne humeur, pour la comédie et l'humour, et cherche plutôt à peindre la société à travers des descriptions très longues et très précises. On a tous lu soit un Balzac, soit un Charles Dickens, soit un Pérez Galdós. Non, ce mouvement existe au-delà de la France, bien entendu. Pour beaucoup de lecteurs, ces descriptions sont souvent interminables euh, de, de nos jours. Le naturalisme, qui succède au réalisme, quant à lui, se veut beaucoup plus scientifique et cherche à utiliser la littérature comme laboratoire d'expérience pour représenter l'hérédité et les problèmes socio-économiques de la France en tout genre. Donc ces trois façons de peindre la réalité ne font donc aucune place vraiment à l'humour et au comique, à l'exception peut-être de notre ami ici Gustave Flaubert, qui se lancera dans un roman comique qui ne sera pas complètement terminé, intitulé Bouvard et Pécuchet. Et bien entendu, ce n'est pas une œuvre de Flaubert qui aura la même portée, ni même la même renommée que ses autres œuvres, comme par exemple Madame Bovary ou L'éducation sentimentale. Il faut dire que ce n'est pas un siècle facile, ce n'est pas un siècle drôle, mais les littéraires en même temps boudent la comédie, la considérant bien trop souvent comme un genre purement bourgeois, ou même de la classe ouvrière, et donc moins profond, plus superficiel et plus idéologique peut-être. Heureusement, quelque chose de très bon est arrivé dans ce 19e siècle, c'est la comédie de boulevard. Donc elle est née en France pendant ce siècle, principalement à Paris, pour cette histoire de boulevard qui fermait un petit peu l'intérieur de la ville bourgeoise, et au-delà de ces boulevards, on commençait à entrer dans ce qui était la banlieue ou les portes. Donc, ce sont des théâtres qui sont situés sur ces grands boulevards de la capitale. La comédie de boulevard était donc un genre de théâtre populaire qui mettait en scène des situations comiques, cocasses et parfois complètement absurdes, mettant en lumière, bien entendu, les travers de cette société bourgeoise de l'époque qui maintenant, dans le 19e siècle, a vraiment bien pris le contrôle de l'appareil politique. Alors, les recours comiques utilisés dans la comédie de boulevard sont nombreux et variés. On retrouve d'anciens, on retrouve notamment le quiproquo. On en voit des nouveaux comme la méprise, l'ironie, les jeux de mots, bien entendu, qui sont éternels dans ce comique français. Les caricatures, justement, ces caricatures de personnages types, comme par exemple le mari trompé, la femme volage, le serviteur maladroit. Non, on va voir que tout ceci va continuer dans le cinéma du XXe siècle. Les situations embarrassantes, bien entendu, les rebondissements inattendus, de plus en plus, les jeux de scène complètement burlesques également. Donc ce genre théâtral vise essentiellement à divertir le public en provoquant le rire, le rire, le rire, par des situations loufoques, des dialogues aussi savoureux et une mise en scène qui en général doit être très dynamique comme vous pourrez le voir dans La peur des coups. La comédie de boulevard reste toujours très populaire en France, et de nombreux auteurs ont contribué à enrichir ce genre comique au fil des décennies depuis le 19e siècle jusque nos jours. Vous l'avez bien compris, le 19e siècle est politiquement instable. Donc après monarchie, retour à une république, retour à une monarchie, retour à un empire, les Français n'ont pas le temps de s'habituer. Quand nous arrivons à l'empire de Napoléon III, qui est donc le neveu de Napoléon Ier, l'humour et le comique continuent là à évoluer dans la culture française. D'abord, Napoléon III adore la comédie, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Donc l'empereur lui-même est connu pour son sens de l'humour et son amour pour les arts et la culture, notamment le théâtre.
De nombreux artistes et auteurs ont donc pu continuer à produire des œuvres comiques et humoristiques pendant cette période, souvent sous forme, encore une fois, de satire politique ou sociale. Alors, l'émergence du cabaret et des cafés-concerts a également contribué à populariser l'humour et le comique dans la société française de cette époque. Alors, des artistes comme Aristide Bruand, qui est ici représenté par Henri de Toulouse-Lautrec pour une affiche promotionnelle, ou Charles Lecoq, sont devenus célèbres pour leurs performances comiques et satiriques sur scène dans ces petits cabarets. Parallèlement, le théâtre comique, lui, continue à grandir et continue à prospérer avec des auteurs tels que Georges Feydeau et Eugène Labiche, qui sont des auteurs qui produisent des œuvres vraiment hilarantes, qui ont rencontré un grand succès auprès du public, encore une fois, jusque nos jours. En outre, on a aussi la presse satirique qui commence à se développer, telle que le Charivari. Donc c'est une presse satirique qui commence à jouer un rôle très important dans la diffusion de l'humour et du comique à travers la société française en publiant des caricatures et des dessins humoristiques critiques sur la politique et la société de l'époque. On voit que encore aujourd'hui, euh, des journaux comme Charlie Hebdo continuent à faire exactement la même chose. Donc dans l'ensemble, l'humour et le comique ont continué à occuper cette place importante dans la culture française sous Napoléon III et continuer à divertir et à critiquer la société de l'époque également. Alors dans la deuxième moitié du 19e siècle, tout s'accélère. Et donc le vaudeville et la comédie de boulevard vont devenir vraiment les genres théâtraux les plus populaires et appréciés par ce public, surtout dans les grandes villes. Le vaudeville, commençons par lui, donc était plutôt un genre léger et divertissant, mettant en scène des situations comiques et beaucoup de quiproquos une fois de plus, souvent accompagnés de chansons ou de danses pour interrompre un petit peu les dialogues. Alors les pièces de vaudeville étaient généralement assez courtes et se caractérisaient par un rythme très rapide et enlevé. La comédie de boulevard, quant à elle, est un genre théâtral plus sophistiqué, qui a tendance à mettre en scène des intrigues plus complexes et des dialogues beaucoup plus fins et recherchés, avec un vocabulaire beaucoup plus soutenu. Les pièces de boulevard abordent souvent des thèmes de société et de mœurs, tout en conservant une certaine légèreté et une touche d'humour. Donc la culmination du vaudeville et de la comédie de boulevard à cette époque est tout à fait normale, parce qu'elle est extrêmement consommée et elle se traduit par une production prolifique de pièces théâtrales, non seulement de qualité, mais qui sont devenues par la suite de grands succès populaires, repris et rejoués au XXe et au XXIe siècle. Et les théâtres parisiens proposaient donc au XIXe siècle proposent toujours, une certaine partie d'entre eux, une programmation variée et diversifiée qui offre donc aux spectateurs un éventail de choix entre à la fois des spectacles comiques, mais aussi des fois des drames, des opérettes, des revues musicales, etc. Donc les auteurs de vaudeville et de comédie de boulevard les plus célèbres de l'époque comprenaient des noms comme Georges Feydeau, Georges Courteline, bien entendu, qui nous intéresse particulièrement ici, Victorien Sardou, Eugène Labiche, Alphonse Daudet, et bien d'autres encore. Leurs pièces étaient jouées dans de prestigieuses salles de spectacle telles que le théâtre du Palais Royal, le théâtre des Variétés ou le théâtre de la Porte Saint-Martin ou encore le théâtre des Folies Dramatiques. Alors tout ceci nous mène à justement cette pièce de théâtre que nous allons étudier, La peur des coups de Courteline. Alors, ce que nous pouvons nous poser comme question pour cette étude, c'est premièrement comment l'auteur, Courteline, utilise-t-il le comique de situation et le comique de caractère pour créer cette satire justement de la société bourgeoise de son époque. Alors, notre question qu'on peut se poser, c'est quels sont justement les éléments de la structure dramatique de La peur des coups qui contribuent à l'efficacité de la satire sociale de cet auteur. En quoi également la pièce de Courteline peut-elle être considérée comme une comédie de mœurs et comment cela pourrait-il se manifester dans ce texte? Bien entendu, il est inévitable de s'interroger sur les influences littéraires ou théâtrales que l'on peut identifier dans cette œuvre, et dans La peur des coups en particulier. Et bien entendu, comment la dimension politique et idéologique de la pièce va-t-elle
interagir avec ces aspects comiques et satiriques. Alors, quelles analyses critiques ont pu être faites justement sur la peur des coups de Courteline et quelles interprétations peuvent être faites à la lumière de ces critiques dans notre lecture? Comment la représentation des classes sociales et des rapports de pouvoir dans la pièce, à travers ce couple que l'on observe, contribue-t-elle également à sa portée sociale et poétique? Comment réagit le public? Comment réagit le pouvoir? Quelles sont les spécificités du style courtelien dans cette peur des coups et comment ces éléments stylistiques renforcent-ils aussi le propos de cet auteur? Nous pouvons également nous interroger sur la mise en scène. En quoi cette mise en scène et la représentation de la pièce peuvent-elles, elles aussi, influencer l'interprétation des spectateurs et la réception de l'œuvre? Et finalement, quelles sont les implications contemporaines de la pièce, La peur des coups, de Courteline? Et comment peut-on la lire à la lumière des enjeux sociétaux actuels? Est-ce que nous pourrions en faire une nouvelle adaptation, par exemple? Alors maintenant, en conclusion, si on devait répondre vraiment à cette question, est-ce que ce 19e siècle littéraire français est un siècle sans humour? Je dirais non. Le 19e siècle littéraire en France n'est pas un siècle sans humour. Bien que la littérature de cette période soit souvent associée à des thèmes sérieux et sombres, comme nous l'avons dit, de nombreux écrivains ont intégré l'humour dans leurs œuvres. Donc c'est ce qu'on voit, plutôt une intégration de recours comiques au lieu d'œuvres qui sont complètement comiques. Par exemple, des auteurs comme Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, dont on a déjà parlé, et même Émile Zola, le chef de file du naturalisme, ont utilisé l'ironie et la satire de temps en temps dans leurs œuvres pour critiquer la société de leur époque. Mais on a aussi des écrivains comme Alphonse Allais ou Alfred Jarry, que je vous présente ici, qui ont développé un genre d'humour plutôt secondaire, moins connu, souvent absurde et farfelu, notamment avec le mouvement du réalisme fantastique et de l'humour noir qui viennent se mélanger dans ces œuvres. Ainsi, malgré le caractère souvent grave des œuvres du XIXe siècle, l'humour commence quand même à occuper une place relativement importante.